pas que vous abonner sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne HBIZ, qui est une chaîne spécialisée en gestion des finances personnelles et en structuration des projets. Donc, aujourd'hui, on va parler de business plan. On va voir à quoi sert un business plan. Pourquoi est-ce qu'on fait un business plan? Quelle est l'utilité d'un business plan? Comment bien structurer son business plan? Donc, et le but véritable d'un business plan, parce que beaucoup de personnes se lancent dans une activité sans prendre le temps de faire leur business plan, d'accord? Simplement parce qu'ils se disent que c'est un truc ennuyeux, ou bien ils ont entendu qu'il fallait le faire, mais ils savent pas trop pourquoi, ils comprennent pas trop comment utiliser cet outil au quotidien pour piloter leur activité, et du coup, ça leur complexifie la tâche, d'accord? Donc aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Aujourd'hui, on va parler de business plan. Que quelqu'un mette business plan dans ce chat. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live avant qu'on ne commence. Et on va pouvoir commencer dans quelques instants, d'accord? Le temps que les autres nous rejoignent. Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi, soyez mes bras où vous êtes, soyez ma bouche où vous êtes pour inviter le maximum de personnes. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se lancent, de plus en plus de personnes entreprennent ou désirent entreprendre. Et c'est extrêmement important de pouvoir bien structurer les choses, d'accord? Donc, cette année, on a dit qu'on change de cap financier. Et pour changer de cap financier, il faut aussi avoir un plan, il faut avoir une stratégie. Il faut savoir où s'orienter, quoi faire, comment le faire. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va essayer de toucher quand on va parler de business plan, d'accord? On va commencer. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à tous ceux qui ont pris le live ou qui prennent le live en cours. Vous êtes sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler de business plan. Aujourd'hui, on va parler de business plan. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un business plan, à quoi ça sert de faire un business plan. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à faire un business plan quand on va démarrer une activité, d'accord? On va voir l'importance d'avoir un plan. Tout le monde ici doit avoir un plan. Tout le monde ici doit avoir un plan. Si tu es porteur d'un projet, tu dois savoir que c'est important d'avoir un plan pour ton projet. Tu dois savoir que c'est important d'avoir une stratégie pour ton projet. Tu dois savoir que tu dois tuer le hasard. Le hasard n'est pas autorisé quand on veut entreprendre avec succès, d'accord? Tu dois savoir où tu vas et tu dois savoir où tu veux arriver. Et c'est en fonction de cette destination finale que tu vas t'asseoir pour définir quelles sont les étapes que tu vas respecter, d'accord? Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, partage ce live. Si tu viens de nous rejoindre, partage, invite au moins 5 ou 10 personnes. Dis-leur, aujourd'hui, on parle de finances, aujourd'hui, on parle de structuration de projet. Bien écouter ce qu'on va dire. Donc, avant de commencer, je veux vous inviter pour toutes celles qui sont déjà sur cette plateforme. Vous savez, on a 21 jours de jeûne et prière avec l'Académie MML, MMVE pour ceux qui sont sur cette plateforme. S'il vous plaît, une nouvelle saison se prépare. Et comme je le dis toujours, préparons-nous, on prépare une nouvelle saison à genoux, d'accord? Donc, c'est vraiment un programme de prière de 21 jours pour prier pour nous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez trouver les informations sur notre page et je pense qu'on postera aussi les informations pour celles qui sont intéressées. Donc, la deuxième information que je voulais passer, c'est que nous sommes en train de clôturer la formation IAR, qui est la formation de l'idée à la réalisation pour tous les porteurs de projets, pour tous ceux qui ont des projets qui tournent en rond, qui se demandent comment est-ce que je peux réaliser mon projet, comment est-ce que je peux structurer mes idées. J'ai beaucoup d'idées, je ne sais pas quel sens je vais donner à ça. J'ai besoin de structuration, j'ai besoin de trouver un cadre, j'ai besoin de mettre tout ça en forme et de juste respecter step by step des étapes pour arriver à la destination finale. Tu es au bon endroit. La formation IAR est faite pour toi. N'hésite pas à nous contacter. Et il y a également la formation J'apprends à gérer mes finances personnelles comme un pro qui va t'aider à gérer correctement tes finances personnelles. Comme je le dis toujours, si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles, il y a de fortes chances que tu ne saches pas gérer les finances de ton entreprise. Donc, s'il te plaît, il n'est jamais trop tard pour apprendre à bien faire les choses. Tout le monde ici, on apprend, d'accord? Donc, c'est une formation qui est vraiment adressée aux personnes qui désirent changer véritablement de cap financier en gérant mieux leurs finances personnelles. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien, mais mieux gérer ce que tu as, c'est encore meilleur. Parce que si tu as une petite quantité et que tu sais bien gérer, je te garantis que c'est juste une question de temps pour que tu dépasses ceux qui ont beaucoup et qui ne savent pas gérer, qui gèrent mal. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de business plan. Aujourd'hui, on va parler de business plan. C'est quoi un business plan? Souvent, on entend, je dois faire un business plan, je veux faire un business plan, il faut faire un business plan quand tu entreprends. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de business plan? Qu'est-ce que ça inclut quand je parle de business plan, right? Donc, vous allez voir que le business plan en français, comme son nom l'indique, c'est un plan d'affaires, d'accord? Donc, plan pour business pour affaires et plan pour plan, en fait. Donc, c'est vraiment un plan d'affaires qu'on va mettre en place quand on est porteur d'un projet ou quand on est porteur d'une idée, d'accord? Et le but, c'est vraiment de pouvoir
structurer un ensemble de choses ou bien avoir une visibilité sur un ensemble d'éléments qui vont simplement nous permettre de facilement réaliser notre projet. Donc, c'est vraiment un document qui va formuler par écrit votre projet, le développement de votre projet et qui va vous permettre de définir des objectifs, d'accord? Donc, dans le business plan, vous allez vraiment trouver, en fonction de la maturité de votre entreprise, un certain nombre d'informations. Au départ, vous avez besoin d'un minimum d'informations pour commencer à être efficace, d'accord? Et c'est ces informations dont on va voir aujourd'hui, c'est ces informations dont on va s'attarder aujourd'hui. Et la première des informations qu'on doit retrouver dans votre projet, c'est bien évidemment votre propre projet, d'accord? Très souvent, je vois des gens qui disent, je veux entreprendre, mais tu veux entreprendre, tu veux faire quoi? Quel est ton projet? La personne va te dire, je veux faire dans ceci, je veux faire dans cela, il va te citer plein de choses, en fait. Non, tu as besoin de savoir exactement quel est le projet que tu portes, d'accord? Quel est le projet que tu veux transformer? Quel est le projet que tu es en train j'ai envie de dire, de bâtir, d'accord? Et juste cette question, quand tu as demandé à quelqu'un, quel est ton projet? Parfois, la personne est perdue. Parfois, elle ne sait pas. Elle va te dire, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas lequel, en fait. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour rédiger un business plan. Parce que si tu rédiges un business plan sans savoir exactement ou sans avoir une structure ou une ossature de quelque chose que tu veux faire, tu vas aller dans tous les sens, d'accord? Tu dois vraiment prendre le temps de clarifier ce projet-là, de savoir vraiment de façon claire dans ton projet, qu'est-ce que ce projet, en fait, sur quoi est-ce que je vais bâtir, en fait, quelle est l'idée principale sur laquelle je veux m'attarder pour pouvoir véritablement commencer à structurer les choses. Sinon, tu auras une idée, tu vas commencer, après tu auras une autre idée, tu vas faire et tu vas te retrouver avec 5 idées sur lesquelles ça va dans tous les sens, qui vont un peu à gauche, un peu à droite, un peu au milieu, et à la fin, tu n'arrives à rien faire. Donc, la première des choses sur laquelle tu dois vraiment travailler, c'est que tu dois travailler sur le plan de développement de ton idée ou de ton entreprise. S'il te plaît, écoute ça. Quand tu veux faire un business plan, prends le temps de travailler sur le plan de développement. C'est vraiment la base. C'est ce qui va te servir de base. C'est ce qui va te servir de socle. Merci à tous ceux qui partagent cela. Que Dieu vous bénisse. Merci Patricia. Merci. Je vois les gens qui se connectent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui partagent cela. Bienvenue également à ceux qui viennent de nous retrouver. Aujourd'hui, on parle de business plan. Donc, j'étais dans la première étape où je disais qu'il faut vraiment prendre le temps de faire le résumé de votre plan de développement, d'accord? C'est l'endroit où vous allez parler de votre entreprise, c'est l'endroit où vous allez parler de votre projet, des équipes dirigeantes. Quelle est l'équipe que je veux mettre en place, en fait, pour ce projet? Quels seront les objectifs de cette équipe? Quelle est la progression de mon projet dans le temps? Vous devez prendre le temps de faire ce qu'on appelle un plan de développement. Avant toute chose, avant de vous lancer dans les calculs, les machins, s'il vous plaît, faites cette étape. Le plan de développement de votre projet, c'est extrêmement important, d'accord? La deuxième chose que vous devez faire, c'est vraiment le contexte de votre projet. Comment est-ce que votre projet est né? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce projet? Hello Marianne, comment vas-tu? Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce projet? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet? Tu dois prendre le temps de contextualiser ton projet, d'accord? Tu dois prendre le temps de poser par écrit ces éléments-là qui, en fait, qui sont importants pour bâtir, pour définir certains critères qu'on va voir dans la suite. Donc, c'est extrêmement important de contextualiser ton projet. Ça veut dire de mettre ton projet dans le contexte de la naissance de ton projet, l'origine, quelles ont été tes motivations, qu'est-ce qui te pousse, quelle est la vision que tu as pour ce projet. C'est extrêmement important de poser ces choses par écrit. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, comme je disais, de pouvoir avoir de l'avance sur les étapes qui vont suivre, d'accord? Donc, maintenant, une autre chose qui est très importante sur laquelle vous devez quand même vous attarder, toutes choses étant égales par ailleurs, je tiens à préciser que voilà, là, je parle à ceux qui sont un peu plus avancés et aux jeunes entrepreneurs, d'accord? Donc, il y a des étapes dans lesquelles, peut-être en tant que jeune entrepreneur, ça ne fera pas sens pour vous, par exemple, au niveau des équipes, mais c'est pas grave. C'est quand même des étapes auxquelles vous pouvez déjà commencer à avoir un début de réflexion ou bien commencer à vous poser des questions. Quel est le genre d'équipe que je veux engendrer? Ça, c'est l'étape 3, d'accord? Vous devez travailler sur l'équipe que vous devez avoir. Et j'aime toujours dire aux gens, s'il te plaît, sois l'équipe que tu veux avoir, d'accord? Tu ne peux pas exiger de quelqu'un ce que toi-même, tu n'es pas en mesure de faire. Ça veut dire que le niveau d'exigence que tu veux avoir vis-à-vis des personnes, fixe-toi aussi ce même niveau d'exigence, d'accord? L'équipe que tu vas avoir, tu dois définir en fait quel type d'équipe tu vas avoir. Quelle valeur tu veux que tes équipes aient? Quelle façon de travailler tu veux que tes équipes aient? Et ça, je vous garantis, beaucoup de gens embauchent des gens, mais ne savent pas comment structurer leur travail. Et je dis toujours à celles que j'encadre dans la formation IAR, si toi-même, tu n'as pas d'objectif clair à atteindre,
tous ceux qui vont arriver dans ton bateau ne sauront pas où est-ce que tu vas et donc ils seront aussi perdus que toi. Parfois, vous recrutez quelqu'un et vous vous plaignez, vous vous dites, ah, mais je recrute quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir les résultats, j'ai une CM, je n'arrive pas à vendre, j'ai un commercial, il n'arrive pas à faire du chiffre d'affaires. Écoute-moi, si tu ne fixes pas des objectifs, si tu ne lui montres pas que je veux atteindre tel cap, si tu ne lui dis pas qu'on va à tel endroit, la personne fait de la navigation à vue comme toi. C'est pour ça que le plan de développement qu'on a vu qui est la première étape est extrêmement important parce que chaque personne qui entre dans ton bateau doit savoir quelle est ta destination finale. Elle doit savoir où est-ce que tu vas. Elle doit savoir en fait où est-ce que tu veux arriver. Et c'est parce que toi-même tu connais ces paramètres que l'équipe en fait que tu as peut t'accompagner à les atteindre, à atteindre ces objectifs-là. Donc si tu en prends des personnes et toi-même, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Toi-même, tu ne sais pas quels sont tes objectifs. Toi-même, tu n'as pas d'objectif clair. Toi-même, ce n'est pas clarifié dans ta tête. Écoute-moi, il y a de fortes chances que tu te peines pendant de longues années sur ces personnes-là sans voir une réelle évolution. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne les fixes pas. Tu ne leur donnes pas des objectifs définis. Toi-même, tu n'arrives pas à structurer leur travail. Donc, il faut travailler sur l'équipe que tu veux avoir, s'il te plaît. Il faut travailler sur leur encadrement. Une équipe sans cadre. Quand j'ai des gens sous ma responsabilité, je dois apprendre à les encadrer. Ça veut dire que je dois définir un certain nombre de tâches où la personne doit être responsable. Je vois des gens qui travaillent en équipe. Il n'y a personne qui est responsable de personne. Ce n'est pas normal. Dans une équipe, il y a des responsables. Vous devez responsabiliser vos équipes, d'accord? Vous devez savoir dans votre équipe qui vous rencontre, qui est responsable de quelle tâche. Vous devez structurer le travail de vos équipes pour que ce soit bénéfique, pour que ce soit productif pour vous. Ne laissez pas quelqu'un venir vous aider si vous-même, vous n'avez pas déjà fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre. S'il vous plaît, si vous travaillez par objectif, vous allez vous rendre compte que les gens qui travaillent avec vous auront à cœur de réaliser ces mêmes objectifs-là, auront à cœur de pouvoir vous pousser ou accomplir ces objectifs-là. Mais s'ils viennent juste remplir les rangs des personnes qui sont dans vos équipes, vous allez vous rendre compte que vous marchez les uns sur les pieds des autres. Donc, il faut vraiment travailler sur votre équipe, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour ceux qui se sont déjà lancés. Parfois, j'entends les gens dire, j'ai besoin d'aide. Oui, mais tu veux que la personne fasse quoi? Elle ne sait pas, en fait. La personne ne peut pas t'aider dans tout, d'accord? La personne qui vient même pour t'aider, elle a des compétences, en fait. Elle a des qualités. Tu dois savoir où la positionner. Tu dois savoir où la mettre pour qu'elle soit efficace, pour que ton travail avance. Donc, c'est extrêmement important. Il y a des personnes, tu vas voir qu'elles n'ont pas certaines attitudes. Tu dois pouvoir les repositionner ailleurs. C'est tout aussi important. D'accord? Maintenant, on va entrer dans les choses qui sont encore beaucoup plus intéressantes. L'analyse de marché. Beaucoup de gens se lancent dans des projets sans faire l'analyse de marché. S'il vous plaît, quand vous lancez dans un projet, même si vous n'allez pas la faire à grande échelle, prenez le temps d'étudier le marché sur lequel vous devez vous lancer. D'accord? Prenez le temps de regarder la tendance de ce marché. Prenez le temps de regarder la concurrence. Prenez le temps. Je n'ai pas dit d'aller copier parce que nous, on veut toujours copier. On veut copier ce qui se fait. Non. Vous prenez le temps d'analyser votre marché. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous savez comment votre marché se comporte, vous avez une longueur d'avance. Vous avez une longueur d'avance si vous savez que vous êtes sur un marché, par exemple, qui a une saisonnalité. Par exemple, ceux qui vendent des produits, par exemple, des pulls ou bien des couettes. Vous savez qu'en été, il fait chaud. Donc, je ne peux pas vendre une couette en été. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Les gens n'achètent pas les manteaux en été parce qu'il fait chaud. Ça ne sert à rien de vendre un manteau à quelqu'un en été, d'accord? Donc, vous devez analyser votre marché. Vous devez connaître les tendances de votre marché. Vous devez connaître la clientèle que vous visez. Vous devez vraiment prendre le temps de comprendre aussi la concurrence. Comment est-ce que vos concurrents fonctionnent, d'accord? Le but, c'est pas d'aller copier vos concurrents, mais c'est de vous positionner par rapport à ce que vous voulez faire. Tout le monde a sa place. Vous n'êtes pas là pour éteindre le concurrent, vous êtes là pour servir les gens avec votre produit. Mais parfois, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que le concurrent fait, qui l'a fait décoller, d'accord? Et vous avez intérêt, même j'ai envie de dire, à regarder ce que les autres font, qui leur font décoller, qui leur font avoir les résultats que vous voulez, qui leur font être au niveau où ils sont, en fait. Surtout dans votre secteur, surtout quand vous êtes porteur d'un projet dans un secteur, s'il vous plaît, regardez ce que les gens ont fait qui marche très bien. Même si à votre échelle, vous ne pouvez pas déjà les implémenter, mais c'est des informations qui vous ouvrent l'esprit sur des possibilités que vous pouvez avoir demain. Donc, vous devez faire une analyse de marché, d'accord? Ça, c'est vraiment l'étape numéro 5.
S'il vous plaît, prenez le temps de la faire. Aujourd'hui, vous avez énormément de bases de données. Google est l'une des plus grosses bases de données sur lesquelles vous pouvez vraiment faire une étude de marché simplifiée. Vous avez beaucoup d'études de marché, d'accord? Que ce soit sur les plateformes comme Zerfi, vous avez beaucoup d'études de marché et l'INSEE est vraiment l'une des plateformes sur lesquelles vous avez vraiment des datas pour faire des études de marché, au moins à petite échelle quand vous êtes jeune entrepreneur. Allez regarder en fait dans votre secteur. Beaucoup ici, vous entreprenez dans des secteurs, vous ne savez pas qu'est-ce qui marche dans ce secteur, qu'est-ce qui cartonne dans ce secteur. Ce n'est pas normal, d'accord? Même si ce n'est pas un produit sur lequel vous allez vous positionner, c'est un produit peut-être qui va vous inspirer à améliorer votre produit. Coucou Adeline, comment vas-tu? C'est un produit qui va peut-être vous inspirer à améliorer ce que vous êtes déjà en train de faire. Donc, vous devez faire une analyse de marché et vous devez faire une analyse de marché, j'ai envie de dire consciente. Ça veut dire que vous devez savoir ce que vous cherchez. Quand vous avez défini votre plan de développement, vous devez savoir comment, de façon stratégique, je suis en train de vouloir aller sur un marché. Il y a des barrières d'entrée dans chaque marché, d'accord? Que ce soit spirituel ou physique, il y a des barrières d'entrée sur chaque marché et vous devez savoir comment dealer avec ces barrières à l'entrée là. Vous devez savoir comment, j'ai envie de dire, négocier avec ces barrières à l'entrée là ou renverser ces barrières à l'entrée là pour vous faire une place, d'accord, dans le secteur dans lequel vous voulez vous positionner. Donc, vous devez prendre le temps d'analyser votre marché, c'est non négociable. Que tout le monde mette ici, analyse. Vous devez analyser votre marché, d'accord? Le marché est disponible pour tout le monde, mais je dois faire l'effort de comprendre mon marché. Plus vous comprendrez votre marché, plus vous saurez que vous comprendrez certains éléments importants et essentiels pour votre marché. Je vous assure, plus en termes d'anticipation, vous allez mieux anticiper les choses, d'accord? Si vous vendez, par exemple, des glaces, vous savez que l'été, c'est la bonne période pour vous positionner correctement. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud en été, tout le monde veut de l'air, tout le monde veut. C'est pour ça que les centres, vous allez voir, il y a des activités saisonnières qui vont tourner que 6 mois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'en hiver, en hiver, ça ne sert à rien, en fait. C'est peut-être des endroits où il y a la plage, où on va nager. En hiver, personne ne va à la plage. Donc, vous devez comprendre votre activité, analyser ce marché-là correctement avant de vous positionner, d'accord? Parce que si vous vous positionnez au hasard et après vous découvrez les challenges de ce marché-là, vous ne serez pas assez préparé pour prendre du recul par rapport à cette activité. D'accord? Maintenant, la cinquième des choses que vous devez faire, vous devez travailler sur vos produits et vos services. S'il vous plaît, là, je vais vraiment me poser et parler aux entrepreneurs que vous êtes. S'il vous plaît, ça, c'est l'une des étapes extrêmement importantes quand vous faites le business plan. Mais là où beaucoup d'entre nous, on saute, en fait, on se dit, j'ai trouvé ce que je vais faire, ça y est, j'y vais. Hello, Tata Lydie, comment vas-tu? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? On doit encore monter. Partagez le live, s'il vous plaît. Ce que je dis là, c'est extrêmement important pour toutes les personnes. Vous allez voir qui se lancent aujourd'hui. On ne prend pas le temps de véritablement se poser pour bâtir nos produits et nos services correctement. Je vous assure, pour donner un service de qualité, ça vous demande du temps. Pour délivrer un service de qualité, ça vous demande de regrouper énormément de paramètres. D'accord? Je n'ai pas dit de ne rien commencer parce que souvent, le piège, le contre-coup, c'est qu'on va aller s'asseoir et se dire, mon service n'est pas parfait, je ne fais rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit du tout. Ce que je dis, c'est que vous devez prendre le temps de travailler sur votre produit et votre service. Et j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs ici, là, aussi longtemps que vous allez commercialiser un produit, aussi longtemps vous devez travailler sur ce produit. Aussi longtemps que vous avez un produit à commercialiser, aussi longtemps ce produit doit être perfectionné. Aussi longtemps que vous voulez que votre entreprise puisse commercialiser ce produit, puisse jouir de ce produit doit être en permanente évolution. Et quand vous construisez votre business plan, c'est des choses qui doivent être intégrées déjà, d'accord? Quel est le produit que je veux mettre sur le marché? Vous devez décrire votre produit. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de décrire le produit qu'ils veulent commercialiser. Oh, j'ai appris que je peux faire ceci, je me lance comme un cheveu, hop, et puis je fais. Non, prends le temps de décrire. Pourquoi? Parce que tu as besoin de vendre un produit unique en fait. Même si tout le monde fait la même chose, dans ton produit, tu dois ressentir ton unicité en fait. Tu dois ressentir la particularité de ce que tu vends. Tout le monde peut vendre un chewing-gum, tout le monde peut vendre un savon, mais ton savon doit avoir sa particularité. Et ce n'est possible que quand tu fais ce travail de façon intentionnelle, quand tu t'assois pour faire ce travail de façon consciente,
Vous savez, hier, je discutais avec une de mes élèves et je me rendais compte, on parlait des produits de cheveux, et je me rendais compte qu'il y a une seule marque que je connais. C'est la marque, c'est une marque de produits, en fait, pour coiffer les wigs. Et je me rendais compte que cette marque-là, je la connais, en fait, même pas à cause du nom, à cause de la couleur. Parce que le tube est jaune. En fait, c'est resté tellement facilement dans mon esprit parce que c'est jaune, juste parce que c'est la couleur jaune. Et je réalisais ça, en fait. C'est extrêmement important de décrire votre produit, d'accord? Les petits détails, tout le monde, je vous assure, vend le même produit, mais son produit juste parce qu'elle a choisi une couleur différente, juste parce qu'elle a choisi la bonne couleur. Parmi tous les autres produits, tu arrives à différencier. Je vous assure, j'ai au moins, je ne sais pas le nombre de crèmes que j'ai ou de produits que j'ai pour les wigs, mais je crois qu'il n'y a que cette marque-là que j'ai retenue. Si vous me revenez à n'importe quelle heure, il n'y a que cette marque que je peux vous citer. Toutes les autres, je ne les connais pas en fait. Donc, votre produit vous devez travailler l'unicité de votre produit, l'authenticité de votre produit, la particularité. Et ça, c'est quelque chose qui demande du temps. Même si tout le monde vend les perruques, s'il vous plaît, faites le pari de travailler sur votre produit de telle façon que la perruque que la personne achète chez vous soit quelque chose d'unique, soit une expérience unique. Même si ce n'est pas au niveau du produit, mais au niveau de la façon de commercialiser votre produit, la personne peut vivre une expérience unique. Et ça doit faire partie d'un travail intentionnel. Je dois le faire de façon intentionnelle. Je ne dois pas deviner que mon client... Non, même si au début, ça semble être un petit détail. Vous savez, j'ai souvent une expression que j'entends. Les gens disent que le diable se trouve dans les détails. Juste pour dire que c'est le petit détail que tu négliges là qui peut faire décoller tes ventes, en fait, qui peut propulser ton entreprise, qui peut propulser tes ventes. S'il te plaît, ne néglige pas ces petits détails-là. Donc, prends le temps de vraiment décrire ton produit. Quelle qualité de produit je veux avoir? Est-ce que je vais avoir des produits moyens de gamme? Est-ce que je vais avoir des produits de luxe? Est-ce que je vais avoir des produits haut de gamme? Comment est-ce que je veux me positionner? Si tu optes pour le luxe, tu n'as pas la même stratégie que quelqu'un qui opte peut-être pour les produits moyens de gamme ou pour les produits grand public. Tu dois travailler sur ton produit de façon intentionnelle et te demander quel type de produit est-ce que je veux mettre sur le marché, s'il te plaît. Et à ces produits-là, tu dois travailler, comme j'ai dit, tout produit qui se met sur le marché, jusqu'à ce que tu retires ce produit, tu dois avoir un plan d'amélioration pour tes produits. Est-ce que tu peux noter ça, s'il te plaît? Ce que je suis en train de vous donner ici, c'est extrêmement important. Je vous assure que si vous mettez ça, vous allez voir les choses changer, les choses bouger dans vos ventes. C'est des choses qui se préparent, d'accord? C'est des choses qui se font de façon intentionnelle. Donc, vous devez travailler sur votre produit. C'est non négociable. On travaille sur son produit. Maintenant, un autre facteur également sur lequel je veux que vous fassiez attention et sur lequel vous devez faire attention, et là où beaucoup de personnes se noient, c'est au niveau de la stratégie marketing. Tout le monde doit avoir une stratégie marketing, s'il vous plaît. D'accord? Tout le monde doit se positionner pour avoir une stratégie marketing. Ça veut dire les prix, la vente, les promotions, la pub. Vous devez avoir une stratégie marketing. D'accord? Votre stratégie doit être propre à vous. Ça ne doit pas être une stratégie, ça peut être inspiré, mais s'il vous plaît, définissez votre stratégie. La stratégie marketing doit être déjà adaptée à votre produit parce qu'en fonction du produit que je vends, je n'ai pas la même stratégie marketing, d'accord? Si je vends, par exemple, un produit qui vaut 10 000 euros, je n'ai pas la même stratégie que quelqu'un qui vend un produit qui vaut 100 euros ou bien que quelqu'un qui vend une brosse à dents qui vaut peut-être 2 euros ou 1000 francs CFA, d'accord? Vous n'avez pas la même stratégie en fonction des produits que vous commercialisez. Donc, en fonction de la gamme de produits sur laquelle vous allez vous positionner, vous devez définir une stratégie marketing, d'accord? Et cette stratégie-là doit prendre en compte le prix, les promotions, la vente, la publicité, le processus, les points de vente, tout ce qui concerne en fait le market. Vous devez vous asseoir et faire le choix de vous dire, je me positionne ici. Voici mes canaux de distribution. Voici mes moyens de distribution. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est en accord avec le produit que je vends? Yes. Si c'est non, je dois adapter. D'accord? Et beaucoup ici ne savent pas fixer des prix. Je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas fixer correctement les prix de leurs produits. S'il te plaît, partage ce live. Beaucoup ici ne savent pas fixer correctement les prix d'un produit. Ils ne savent pas déterminer correctement les coûts d'un produit. Et après, quelques temps après, ils se plaignent que
ils sont en perte. Si tu vends à un prix inférieur à ton coût de revient, tu es en perte. Si tu ne sais pas définir correctement ton coût de revient, tu seras en perte ou en difficulté. J'ai discuté avec une récemment, elle me dit, je vends, elle me dit, elle vendait des friandises. Elle me dit, je vends à 1000 francs, je crois. Je lui demande, OK, mais tes coûts, c'est combien? Elle ne sait pas me dire, mais c'est coûts. Elle me dit, j'ai juste mis comme ça, tata. Je dis, what? Les autres peuvent vendre à 1000 francs. Chacun sait pourquoi il est sur le marché. Mais si tu vends à 1000 francs, s'il te plaît, rassure-toi que tu connais exactement quelle est ta marge. Ça, c'est, j'ai fait une vidéo ici sur les indicateurs qui doivent vous permettre de suivre votre activité, s'il vous plaît. Allez suivre cette vidéo. D'accord? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Cherchez HBIZ, HBIZZ sur YouTube. Vous allez voir cette vidéo, les indicateurs pour apprendre à gérer les indicateurs de base. Vraiment, vous devez les connaître. D'accord? S'il vous plaît. Je vois des gens qui fixent des prix au hasard. Si tu fixes un prix au hasard, tu auras des résultats au hasard. Ou alors tu seras en perte. Même quand tu as fait du bénéfice, tu ne sauras pas quel bénéfice tu as fait. Je vois des gens qui disent j'ai fait 100 000 euros. C'est bien de faire 100 000 euros. Mais j'ai envie de dire, si les 100 000 euros de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, ce n'est pas le résultat net, en fait. Avoir un chiffre d'affaires, ça veut pas, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million, mais être en perte. Il y a des entreprises qui font faillite. Elles font du chiffre d'affaires, girls. Avoir un chiffre d'affaires ne veut pas dire que ton entreprise est en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu fixes les prix correctement. Tu peux faire du chiffre et être en train de mal fixer tes prix. Ça veut dire que ce n'est qu'une affaire de temps pour que ta marge s'érode et après, tu vas commencer à te trouver en difficulté parce que tu vas te rendre compte que si tu perds de l'argent d'une façon ou d'une autre, ça va te mettre en difficulté à un moment donné. S'il vous plaît, c'est extrêmement important, d'accord? Apprenez à fixer vos prix correctement. Apprenez à calculer vos coûts de revient. Apprenez à marger correctement vos produits. S'il vous plaît. Et en fonction du choix, du positionnement que vous faites ou du type de produit que vous faites, vendez vos produits au juste prix. Les gens, souvent, je vois les gens tomber dans ce piège. Oh non, si c'est trop cher, les gens ne vont pas acheter. C'est parce que c'est trop cher pour toi. Il y a des gens qui ont des moyens de s'acheter ça. Toutes les voitures ne coûtent pas 1 000 euros, 2 000 euros. Il y a des voitures qui coûtent 100 000 euros. Il y a des voitures qui coûtent 1 million d'euros. Il y a des perruques qui coûtent 400 000. Il y a d'autres qui coûtent 100 000. C'est pareil, quand tu vas au marché, il y a la dame qui te vend la tomate à 100 francs. Il y en a qui te vend à 500. Et chacun achète en fait. Le problème, ce n'est pas le prix. Le problème, c'est que est-ce que ton prix est aligné à ce que tu vends? Est-ce que la qualité, est-ce que le prix que tu exiges correspond à la qualité que tu as mis dans ce produit? Parce que la réalité, c'est que c'est une loi qui fonctionne. Il faut qu'il y ait une correspondance entre le prix que tu factures et le prix et la qualité de ton service. Les deux doivent aller de pair. Si les gens se rendent compte que ton service est trop cher par rapport à ce que ça vaut, oui que tu auras un problème. Mais je te garantis que Louis Vuitton n'a pas de problème de prix parce qu'ils connaissent le type de sac qu'ils font. Hermès n'a pas de problème de prix. Ils connaissent les prix des sacs qu'ils font. Et ils mettent le juste prix et les gens payent. Ou en tout cas, ils mettent les prix qu'ils estiment que ce sont des prix auxquels les gens doivent acheter et les gens payent. Tout le monde ne va pas payer, tout le monde ne sera pas client là-bas et c'est correct. Mais ceux qui sont clients, qui veulent cette qualité, ils sont prêts à payer. Donc, tu n'as pas à réduire tes prix jusqu'à être en perte sous prétexte que les gens vont acheter plus. Les gens n'achètent pas plus parce que c'est moins cher. Dis-les, supprime ça de ton cerveau. Les gens veulent la qualité. Plus tu vas augmenter en qualité, plus tu vas augmenter en exigence, plus tes prix doivent suivre aussi. Maintenant, si tu n'as pas encore un certain niveau de qualité, ne fixe pas le prix ne fixe pas un certain type de prix, d'accord? Mais ne sois pas non plus en perte. Girls, c'est extrêmement important. Beaucoup ici, 90% des personnes que je rencontre ne savent pas fixer leur prix correctement. Et c'est problématique. S'il vous plaît, si vous êtes commerçant, que vous vendez des services, que vous vendez des produits, c'est encore plus complexe quand vous êtes dans les produits, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés que les gens ne prennent pas en considération. Et ça, vous devez vraiment apprendre à le faire, d'accord? Donc, vraiment, travailler sur cet aspect-là, travailler à définir votre stratégie marketing et commerciale. Ça va vraiment vous aider à savoir où vous allez. Vous allez pouvoir vraiment piloter les choses correctement, d'accord? Maintenant, vous devez travailler également à connaître les moyens, d'accord,
les moyens organisationnels que vous devez avoir. Ça, c'est vraiment un autre point très important. D'accord? Vous avez besoin d'équipement, vous avez besoin d'installation, vous avez besoin de matériel. Et très souvent, on n'évalue pas ces choses-là quand on se lance. OK? On se dit, je me lance parce que, voilà, si j'ai une caméra, j'ai un téléphone, right. Ça, c'est le pas 1. D'accord? Ça, c'est le pas de foi. Ça, c'est le pas que tu as besoin de faire pour briser les limitations. Right. Mais maintenant, quand je veux évoluer, je dois me demander quel type d'équipement de quel type d'équipement j'ai besoin pour faire, pour grandir, en fait, pour me développer, pour gagner en temps. De quel type d'équipement est-ce que j'ai besoin pour soutenir cette activité-là? De quel type d'équipement j'ai besoin pour faire fonctionner cette activité correctement? Ça, c'est un gros point. Beaucoup de gens, c'est quand, je vous assure, c'est quand, par exemple, ils se rendent compte que, mon téléphone, non, là, je vais même loin. C'est quand ils se rendent compte que, ils doivent livrer la marchandise, qu'ils se rendent compte que, par exemple, ils n'ont pas de matériel, d'accord, pour peut-être emballer correctement les produits du client. C'est quand ils doivent faire quelque chose qu'ils se rendent compte, ou alors, c'est quand, par exemple, ils doivent employer quelqu'un qui se rend compte que, j'ai pas assez d'ordinateur ou j'ai pas assez de téléphone pour pouvoir peut-être donner à un employé pour qu'il puisse travailler pour moi. Pourquoi? Parce que sur la partie équipement, ou alors, vous, par exemple, vous voulez, je sais pas, transformer des produits, peut-être faire du yaourt et commercialiser. Et vous demandez pas, en fait, quels sont les éléments dont j'ai besoin, quel est le matériel dont j'ai besoin. Et très souvent, quand vous vous lancez dans une activité, vous ne prenez pas le temps d'évaluer cet aspect-là. Quel est le matériel dont j'ai besoin? C'est quand la personne commence, ah non, je peux pas te faire ça parce que je n'ai pas encore tel matériel. Ah oui, je peux pas encore faire ça parce que j'ai pas tel matériel. OK, mais quel est ton plan pour acquérir ce matériel-là? Quel est le plan d'évolution que tu prévois pour acquérir ce matériel? Parce que c'est ça qui fait en sorte que 10 ans après, tu viens de trouver la personne, elle est au même niveau, il n'y a pas d'évolution dans son travail. C'est pas normal que tu commences une activité 10 ans après, il n'y a aucun nouvel outil, en fait. Il y a des gens, tu te demandes, mais c'est quoi le projet? C'est quoi qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Où est-ce qu'il y a eu un problème? D'accord? C'est vraiment important, s'il vous plaît. Vous devez vous demander quel type de matériel est-ce que j'ai besoin pour mon activité. Et les lister, même si vous ne pouvez pas tous les avoir au début, mais vous devez travailler en sachant que ça fait partie des choses où, quand j'aurai de l'argent, je commence par me dire mon activité me génère déjà de l'argent et je peux faire tout et n'importe quoi avec. Je commence à me concentrer parce que je veux grandir, je veux me professionnaliser, je veux avancer de façon, je veux m'agrandir, en fait, je veux aller toucher des choses importantes dans cette activité-là. Donc, j'ai besoin de ce matériel-là et je fais le choix d'investir dans ce matériel-là et non d'aller prendre mon argent pour commencer à le dilapider. Ça, c'était une parenthèse, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ça, c'était le point 7. Vous devez vraiment travailler sur les moyens de votre organisation. D'accord? C'est extrêmement important. Et aussi, structurer votre activité. Voilà, quelle est la forme juridique que je pense qu'elle peut avoir, quel est le capital avec lequel je dois commencer. Ce genre de choses, c'est tout aussi important. Maintenant, on va entrer dans l'aspect 8, où là, c'est vraiment, pour moi, c'est la best partie, d'accord? C'est là où le business plan, même j'ai envie de dire, prend tout son sens. Là, on va parler de finances. On va parler de money, on va parler de l'argent, on va parler de comment est-ce que tu comptes financer tout ça. Parce que c'est bien de savoir que je vais faire un sac, je vais faire une chaussure, je vais faire des cheveux. Mais s'il te plaît, il faut qu'on sache d'où est-ce que l'argent va sortir. Partage cela, s'il te plaît. Il faut qu'on sache où est-ce que l'argent va sortir, d'accord? Donc, il faut partager le live. Il y en a ici, ils pensent que quand on commence un projet, là, on doit se ruiner. Non. Tu dois mettre en place un plan. Tu dois comprendre certaines choses qui vont t'aider, s'il te plaît. Tu dois comprendre des choses qui vont te permettre de pouvoir structurer ce projet correctement, d'accord? Et l'aspect financier, je vois énormément de personnes. Ah, pourquoi tu ne fais pas tel projet? Parce que je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu ne lances pas tel projet? Parce que je n'ai pas assez d'argent. Pourquoi tu ne vas pas faire ça? Parce que je n'ai pas encore assez d'argent. En fait, l'argent, c'est l'excuse de 80% des personnes pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Et je vais te dire, l'argent n'est pas un frein. Hello Yasmine, comment vas-tu? L'argent n'est pas un frein pour toi, s'il te plaît. Quand tu es porteur d'un projet, l'argent ne doit pas être un frein. Pourquoi? Parce que si tu fais les choses correctement, tu vas te rendre compte que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est là où tu n'as pas pris le temps de structurer correctement ce que tu dois faire. D'accord? Et dans la partie finance, s'il te plaît, tu dois travailler sur des aspects tellement importants.
tout ce qui est prévisionnel, ici, quand vous voulez vous lancer, beaucoup d'entre vous ici, sur les 2, 3, 4, 5 ans, ils ne savent pas combien ils veulent générer. Que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de revenus, ils ne savent, de bénéfices, ils ne savent pas combien est-ce qu'ils veulent générer. Si tu ne sais pas combien tu veux générer, je te dis déjà, tu es en train de faire de la navigation à vue. Parce que tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. On est d'accord? Tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. Donc, le prévisionnel, là, quand on va parler des chiffres, là, s'il te plaît, il faut que tu aies des chiffres prévisionnels. Il faut que tu aies un compte de façon plus complète. Là, je vais vraiment faire les choses simplifiées. Il faut que tu aies au moins un compte de résultats prévisionnels. Je vois entendre souvent les gens dire, je veux faire 200 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros cette année. Et je dis Amen, Alléluia, d'accord? Mais j'ai envie de te dire, tu as intérêt à savoir combien il te faut dépenser pour toucher ce chiffre-là. Parce que beaucoup de gens pensent que comme par baguette magique, ils ne vont rien investir. Et puis l'argent va venir. S'il te plaît, si tu as l'intention de faire 200, 300, 400, 500 000 euros, pose-toi la question de savoir combien est-ce que je dois mettre, combien est-ce que je dois investir, combien est-ce que je dois semer pour que ça produise cet argent. Right? Donc, tu as intérêt à t'asseoir et à faire ce qu'on va appeler un compte des résultats prévisionnels. Ça veut dire de connaître à l'avance qu'est-ce qui va entrer et qu'est-ce qui va sortir. Faut pas jouer avec ça. Hein. Là, je le dis en rigolant, mais c'est extrêmement important. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez pas de chiffres prévisionnels. Et ça, c'est très dangereux. Tu ne peux pas piloter une entreprise si tu ne fonctionnes pas. Les chiffres, c'est un indicateur. Ce n'est pas juste parce qu'on veut venir annoncer, comme je vois les gens le faire sur les réseaux sociaux, les chiffres. S'il vous plaît. Les chiffres, c'est un indicateur pour piloter correctement ta structure. Les chiffres te donnent une information. Les chiffres te permettent de faire une analyse structurée, en fait, une analyse, comment je vais dire ça, une analyse concrète. D'accord? Ça veut dire que quand tu as les chiffres qui te parlent et que tu sais les interpréter, tu dois pouvoir prendre de bonnes décisions ou ça doit pouvoir t'amener à prendre de bonnes décisions. C'est ça le but, en fait. Le but, ce n'est pas juste de crier partout que tu as fait X ou Y chiffre d'affaires. C'est bien et on est content pour toi et on veut que tu fasses du chiffre d'affaires, d'accord? Mais c'est encore mieux si tu sais piloter, si tu comprends ces chiffres-là et si tu es en mesure de pouvoir d'éviter des pertes, si tu es en mesure de pouvoir mieux faire, si tu es en mesure de pouvoir comprendre en fait comment tu fais pour avoir ce chiffre-là, ça te donne des résultats que tu peux reproduire, ça te donne des résultats qui te font gagner du temps. Donc, tout le monde ici doit faire des chiffres prévisionnels, d'accord? Vous devez faire votre résultat prévisionnel, votre compte de résultats prévisionnels et votre bilan prévisionnel même d'ailleurs, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'une des choses sur lesquelles les gens ne travaillent pas assez, et s'il vous plaît, apprenez à le faire. Vous devez apprendre à faire ce qu'on va appeler un plan de trésorerie. D'accord? L'une des choses qui fait en sorte que les gens se retrouvent à court d'argent, c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'on va appeler un plan de trésorerie. L'argent que tu as, qui est, OK, j'aurai l'argent, ça c'est une chose. Avoir l'argent, c'est une autre chose. Quand est-ce que tu auras l'argent? Ça, c'est une autre équation que tu vas résoudre dans ton plan de trésorerie. D'accord? La trésorerie, c'est le cash. Là, on parle de cash flow. Là, on parle de l'argent réel, de l'argent concret qui va entrer et qui va sortir. Ce n'est pas mon compte de résultats. Dans mon compte de résultats, c'est un truc global, d'accord? C'est des prévisions globales. Quand je parle d'un plan de trésorerie, je vous parle du cash flow. Ça veut dire là où mon argent entre et là où mon argent va sortir, j'ai besoin de savoir à quel moment est-ce que j'ai besoin du cash pour financer mon activité. Et ça, c'est le plan de trésorerie qui va vous aider à pouvoir gérer cette partie correctement. Vous devez apprendre à faire un plan de trésorerie. Aussi petite soit votre entreprise, vous devez apprendre à faire un plan de trésorerie, même le plus basique, le plus simplifié possible. Sinon, vous allez vous rendre compte que vous donnez votre marchandise à quelqu'un, ça fait 10 ans, la personne n'est pas revenue avec votre argent. Entre-temps, vous avez besoin d'argent, d'accord? Vous payez vos fournisseurs avant de vendre votre marchandise et vous vous retrouvez tout le temps sans argent ou alors à ne pas pouvoir aller acheter la marchandise à nouveau parce que vos clients durent trop avec votre argent. Vous payez trop tôt vos fournisseurs, vous n'avez pas assez d'argent pour fonctionner, votre fonds de roulement et votre besoin en fonds de roulement devient trop important. Donc, vous devez avoir un plan de trésorerie qui va vous dire comment est-ce que votre trésorerie se comporte pour que vous puissiez avoir de l'avance. OK, si cette période-ci, je n'aurai pas assez d'argent, où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire fonctionner mon business quand je dois payer le fournisseur et que ma marchandise n'est pas encore totalement sortie?
Ça, c'est un plan de trésorerie qui va vous aider là. D'accord? Maintenant, il y a un autre élément extrêmement important aussi, ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est ce qu'on va appeler un plan de financement. D'accord? Quand vous voulez construire, par exemple, un local, vous voulez acquérir des immobilisations, des montants importants, vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous allez les financer, d'accord? Et ça, c'est le plan de financement qui va vous aider à pouvoir structurer cette partie-là. Donc, je sais que ce que je dis est un peu technique, mais j'ai envie de dire, venez à la formation IAR, vous allez apprendre beaucoup de choses, d'accord? Mais c'est des éléments importants sur lesquels vous devez vraiment prendre le temps de vous former, d'apprendre. Ça va vous aider. Quel que soit le type de structure que vous aurez, ça va vraiment vous aider, d'accord? Et le dernier point sur lequel je vais mettre quand même l'emphase et qui pour moi revêt est quand même extrêmement important, s'il vous plaît, c'est le risque, d'accord? Toute activité a des risques. Et beaucoup parmi nous, on couvre très mal ou très peu nos risques. Il n'y a pas de risque zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité dans laquelle tu vas entreprendre et te dire, OK, I'm safe. Je suis safe. Voilà, je n'aurai pas de perte. Tout va bien. Non, d'accord? Mais la réalité quand même, c'est qu'il y a des zones, surtout les zones à très fort risque, sur lesquelles vous devez vous couvrir. Sur lesquelles vous devez couvrir le risque en fonction du type d'activité. Vous devez couvrir le risque, d'accord? Par exemple, si je prends un exemple, si vous faites par exemple, je prends l'exemple, par exemple, j'essaie de trouver un exemple qui me vient. OK, par exemple, vous voyez, avec le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une activité qui était 100% dans les aéroports, OK? Donc, là, par exemple, les duty free aujourd'hui, ils ont connu un coup dur avec le Covid. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, les aéroports étaient fermés. Et je pense que la plupart des boîtes ne vont pas se dire, OK, les personnes étaient loin, tout le monde était loin de s'imaginer qu'un jour, tous les aéroports allaient fermer, que les vols ne pourraient plus décoller d'un pays à un autre. Donc, vous pouvez imaginer que ça, c'est le genre de risque, clairement, que quand tu montes ta structure, si tu ne prends pas en compte, beaucoup d'entreprises ont fermé à cause de ça. D'accord? Juste parce qu'ils n'ont pas évalué un risque. Donc, vous ne pouvez pas évaluer tous les risques au départ, mais les risques qui sont significatifs, les risques qui sont susceptibles de faire couler votre activité, vous devez les couvrir. Par exemple, ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, vous devez sauvegarder vos datas, d'accord? Ça fait partie des risques. Si vous perdez peut-être vos données aujourd'hui, pour les reprendre ou bien pour recommencer avec autant de data, c'est trop de temps, d'accord? Donc, vous devez vraiment travailler à pouvoir mettre des choses en place à votre niveau qui vont vous aider à couvrir les risques, ces risques-là qui font en sorte que demain, votre activité ne va pas s'arrêter ou ne doit pas s'arrêter brusquement. D'accord? Donc, vraiment, quel que soit le type d'activité, voilà. Pour ceux qui ont, par exemple, des boutiques physiques, votre risque, par exemple, est-ce que si votre boutique brûle? Donc, ce genre de choses, il faut vraiment évaluer certains risques et les couvrir de façon délibérée. D'accord? Ça veut dire, je fais le choix que c'est ce risque-ci. Comment est-ce que je peux me couvrir par rapport à ce risque? Et je vais me couvrir. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri, d'accord? Ceci étant, je veux dire, ça ne vous met pas à 100% à l'abri, mais vous devez quand même faire ce travail pour vous baquer sur un certain nombre de choses, right? Qui est extrêmement important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions dans ce chat? Je vais prendre le temps d'y répondre. Si je n'ai pas de questions, je vais profiter pour vous parler de la formation IAR. D'accord? J'ai commencé en parlant de cette formation. On est en train de clôturer les inscriptions pour la formation IAR. Vous avez le calendrier pour prendre des rendez-vous. On n'a plus beaucoup de place du tout. Mais quand je dis ça, je suis vraiment sérieuse. On n'a plus beaucoup de place pour tous ceux qui veulent être accompagnés dans la structuration de leur projet. S'il vous plaît, il ne nous reste pas beaucoup de place pour cette saison. Et la saison prochaine, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va la lancer de façon concrète. Je dois discuter encore avec ma team. Mais s'il vous plaît, cette formation est extrêmement importante. Si vous arrivez à comprendre comment bien structurer votre projet, en fait, comme on dit là, c'est le plan. En fait, si tu fais le plan de quelque chose, tu as juste à suivre le plan de ce que tu as fait pour avancer. Ça te facilite la vie. Si tu as le plan, tu sais où tu vas. Si tu prends un taxi ou bien si tu prends un avion, quelqu'un dit que personne n'a assez fou pour arriver à l'aéroport avant d'acheter un billet. Tu définis la destination où tu vas aller avant d'aller acheter un billet. Personne ne prend le taxi ou le bus et lui dit, bon, amène-moi où tu veux. Non,
Tu lui dis, je vais à tel endroit. Quand vous stoppez un taxi ou quand vous appelez un taxi, c'est parce que il vous demande, madame, vous allez où en fait? Vous devez avoir une destination. Et le taxi, c'est juste la locomotive, c'est juste le moyen, c'est juste le plan pour arriver à cette destination-là. Donc, s'il vous plaît, vous avez besoin d'un plan qui va vous faciliter les choses. Je vois beaucoup de gens en ligne, ils tournent en rond. Beaucoup parmi nous, on tourne en rond. Et je vous assure, personne n'est à l'abri. Mais quand vous avez cet outil-là, quand vous avez ces outils-là, ce n'est pas le seul outil. Dans la formation, il y a beaucoup d'outils parce que ce n'est pas juste un business plan qui fait le business, d'accord? Il y a beaucoup d'éléments extrêmement importants qui sont déterminants pour la réussite de votre projet et vous devez vraiment travailler à le structurer de plus en plus, à rajouter ces éléments-là, que ce soit au niveau de la gestion du temps, que ce soit au niveau de la gestion des émotions. Il y a beaucoup de paramètres qui vraiment entrent en jeu dans la réussite d'un projet sur lesquels vous devez prendre le temps de faire un travail en profondeur. Ça semble, comme je dis toujours, les fondations semblent être ennuyeuses, mais sans fondation, votre maison fait quoi? Elle est en train de danser. D'une façon ou d'une autre, tu sens dans la maison que tu n'es pas à l'aise. Quand tu sens dans ton cœur que tu manques de confiance. Pourquoi? Parce que les fondations, là, si on les touche là, ça va bouger en fait. Donc, mon cri de cœur, c'est vraiment que vous sortez de cette formation avec un plan, d'accord? Avec une stratégie, avec un projet bien structuré, bien conçu, que vous pouvez, sur au moins 1 ou 2 années, simplement suivre pour pouvoir réaliser votre projet. Il est temps que ça change. Pour ceux qui sont sur cette page, vous savez de quoi je parle quand je parle de change. Oh, it's time to change. C'est le temps que les choses changent. Il faut faire les choses concrètes. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux, s'il vous plaît. Soyez résolus à faire des choses pratico-pratiques. Des choses qui vous font évoluer, où vous évoluez, pas où vous tournez en rond. Il y en a marre de tourner en rond, de faire le même projet pendant 10 ans sans évolution. Il faut que ça change. Écrit dans ce chat, il faut que ça change. Cette année, on a dit qu'on change de cap. Il faut que ça change. Si je prends le temps de vous donner autant d'informations sur cette chaîne, c'est parce que ça doit changer, en fait. Et tu ne peux pas être sur cette chaîne et tu es encore au niveau où tu es, s'il te plaît. Ton décembre 2022 doit être tellement glorieux. Tellement glorieux que quand tu regardes, tu te dis, waouh, Seigneur, merci. Merci d'avoir créé l'année 2022. Je ne pouvais pas avoir une meilleure année 2022. Il ne pouvait pas avoir une meilleure année que 2022 pour moi parce que dans ce projet-là, tu dois tellement avancer de façon consistante, de façon précise, de façon consciente, de façon efficace. Il faut que ça change. Thank you, Tata Lydie. It's time to change. You got to change. You got to change. Please. It's time for changing. Real changing. On veut voir des projets concrets. Vous allez me faire parler en français, c'est là comment je maîtrise pas encore, mais s'il vous plaît, right, girls? S'il vous plaît. Pour ceux qui ont besoin de clater, prenez des rendez-vous, d'accord? J'ai plus beaucoup de place dans mon agenda et ça devient de plus en plus sérieux. Il y a aussi la formation Gère tes finances comme un pro. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des challenges à gérer vos finances, je vous en supplie. Les finances de vos entreprises sont le reflet de votre propre gestion. Donc, pas les compassions. Apprenons à gérer nos finances. C'est extrêmement important pour nous, pour notre famille, pour notre postérité. C'est extrêmement important. Quel que soit le niveau de revenu que tu gagnes, tu peux bien gérer tes finances. Tu peux mieux gérer tes finances. Tu peux faire mieux. Vous savez, je discutais avec une cliente et elle me disait que cette année, juste, je l'encourageais, ça faisait longtemps, on discutait ensemble. Et jusqu'à a commencé à faire, elle me disait que l'année dernière, elle m'a appelé. Elle me dit, franchement, j'ai reçu ma fiche d'impôt, je ne comprends pas. Elle me dit, je crois que elle me dit, quand la dame m'a annoncé combien j'ai fait, j'ai halluciné, j'étais à plus de 50 000 $. C'est extrêmement important. Pourtant, c'est quelqu'un qui gagne, voilà, elle faisait déjà bien les choses. Mais il y a encore un autre niveau. D'accord? C'est encore possible de progresser. C'est encore possible de change. You gotta change. OK, girls. Sur ce, voilà les filles. On se dit à